bonne année à tous et à toutes. Bon, d'autres occasions de faire plus formellement, on est en train de regarder une date pour qu'on puisse se retrouver de manière un peu plus conviviale comme chaque année. Ah, le 23. Bon, ben, voilà, la date est arrêtée. À quelle heure? À 13h, par exemple, du déjeuner. À 13h. Bon, voilà, c'est parfait. Donc, sur notre réunion de groupe ce matin, on est revenu sur les vœux du président de la République. On a été tous heureux d'apprendre que le président de la République se rendait compte qu'il y avait trop d'impôts. Alors après avoir mis un peu plus de 35 milliards d'impôts en 18 mois et puis avoir 12 milliards d'impôts supplémentaires de prévus sur l'année 2014, je rappelle quand même que pour 2014, dès le 1er janvier, on a l'augmentation de la TVA, mais au-delà de ça, sur les prélèvements à la fin du mois, c'est les 0,15 de plus pour les cotisations retraite pour les salariés, 0,15 pour les employeurs. Et puis au mois de septembre, si on en reste uniquement à ce qui a été voté, ce sera à nouveau une baisse du quotient familial, ce sera la fiscalisation des droits familiaux, la fiscalisation de la complémentaire santé, donc c'est déjà 12 milliards d'impôts en plus qui vont arriver sur cette année de 2014. Et puis un point particulier aussi sur le budget. Bon, j'avais eu l'occasion, non, je ne l'ai pas évoqué en point presse que c'était avant, mais bon, l'attitude du ministre du Budget, M. Cazeneuve, a été particulièrement choquante à la dernière séance de questions d'actualité, c'est-à-dire ce ton condescendant, méprisant qu'il utilise en permanence, de moins en moins acceptable de la part d'un ministre. Et puis on l'invite à être un peu moins condescendant quand 10% de son budget vient d'être toqué par le Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs le rappel à l'ordre du président du Conseil constitutionnel sur le fait qu'on ne revient pas sur la chose jugée, on n'essaye pas de rentrer par la fenêtre quand on est sorti par la porte. Je vous rappelle sur les recours, alors je ne vais pas revenir sur tout, mais sur le régime des plus-values sur les terrains à bâtir, vous savez, sur la mesure d'exception qui avait été faite pour les terrains à bâtir a été invalidée par le Conseil constitutionnel, le plafonnement de l'ISS, la validation rétroactive pour les contrats de prêt, sur le PLFSS, la clause de désignation sur laquelle ils sont revenus pour une deuxième fois, alors que là on était sur une chose jugée, mais on l'avait dit à plusieurs reprises dans le débat qu'il y avait un problème de constitutionnalité qui se posait, ils l'ont maintenu et donc ça a été à nouveau retoqué. Donc tous ces sujets et quoi qu'à répétition, et surtout sur des textes qui sont préparés à la va-vite par un ministre qui, plutôt que de s'essayer aux imitations sur les bancs de l'hémicycle, fera mieux de préparer avec un peu plus de sérieux son budget et les textes à présenter. Et puis, dernier point qu'on a évoqué aussi, c'est sur la Centrafrique. Donc, je l'évoquais ce matin en conférence des présidents. L'UDI, d'ailleurs, avait fait la même chose. On souhaitait qu'il y ait une mission d'information, comme ça avait été le cas pour le Mali, d'ailleurs, puisque vous savez qu'au bout de 4 mois, s'il y a maintien d'engagement des troupes, le Parlement doit se prononcer par un vote. Et donc ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une mission d'information bipartisane, comme ça se fait traditionnellement dans notre Assemblée, de façon à pouvoir aller sur place, se rendre compte de la situation, rendre compte aux parlementaires, tendances politiques confondues, et qu'ensuite le Parlement ainsi éclairé puisse prendre ses décisions. À ma grande surprise, ce matin, cette mission d'information m'a été refusée par la conférence des présidents. J'avoue ne pas comprendre les arguments qui ont été utilisés, c'est de dire mais si l'information est transmise directement aux commissions, il y aura plus de personnes informées que dans une mission d'information. En gros, une commission, c'est 70 parlementaires, une mission d'information, c'est 30, mais c'est le cas pour toutes les missions d'information. Ça a toujours été le cas depuis qu'on fait des missions d'information. Bon,
Je réitérerai cette demande la semaine prochaine, à nouveau au nom de mon groupe, pour qu'on ait cette mission d'information. Si ça n'était pas le cas, je dis clairement, on envisage au sein du groupe UMP d'envoyer nous-mêmes une délégation de parlementaires sur place pour voir ce qui se passe. Mais ça relève des missions du Parlement, et ce que l'on souhaite, c'est le faire dans un état d'esprit qui a toujours été celui qui a prévalu sur ces sujets-là, c'est-à-dire une mission parlementaire telle qu'elle est prévue par notre Constitution au titre de l'article 35. Et je ne vois pas, bon, peut-être que les présidentes de commission ont réagi de manière un peu abrupte, mais, donc c'est pour ça qu'on on refera la demande la semaine prochaine. Mais sinon, le Parlement doit être informé, et s'il faut le faire dans le cadre des groupes, eh bien on le fera par groupe. Voilà quelques points que je peux évoquer avec vous. Sur l'agriculture, le texte. Oui. Alors, sur le texte de cet après-midi, donc on est à peu près 900 amendements, je crois, 900 amendements qui ont été déposés par le groupe UMP sur 1700, quelque chose comme ça, donc à peu près la moitié. Ce qui ressort sur ce texte, c'est qu'on est sur un texte où il n'y a aucune ambition. Le renoncement complet à une vocation économique de notre agriculture, ce qui est extrêmement grave. Je vous rappelle que l'agriculture, enfin, le secteur agricole et agroalimentaire, c'est 10 milliards d'excédents dans la balance commerciale. Or, aujourd'hui, c'est vraiment un renoncement à la vocation économique de l'agriculture, et on n'a pas d'exemple, parce que bien souvent l'argument qui est utilisé, c'est de dire mais les emplois, c'est plus l'agroalimentaire et l'agro-industrie que l'agriculture en tant que telle. Simplement, vous ne trouverez pas un seul exemple dans le monde où il y a une industrie agroalimentaire qui subsiste lorsqu'il n'y a plus d'activité de production. Or, aujourd'hui, on a un marché, on a une demande mondiale qui est en expansion très forte, et c'est le moment où il faut au contraire être très offensif et très agressif sur les marchés. Et donc de donner la possibilité à nos exploitants agricoles, à la fois sur le sujet des charges, bien entendu, mais aussi sur la structure de leur exploitation. Là, c'est un vrai retour en arrière, c'est-à-dire qu'on revient aux lois sur les structures en faisant rentrer les ONG dans les conseils d'administration de SAFER, enfin, sur une vision qui est complètement datée, dépassée, sans aucune projection économique pour le développement de notre agriculture, au moment où les Allemands sont très offensifs, où les Américains retournent aussi à l'offensive, ou sur le Mercosur, enfin, partout dans le monde, on est à l'offensive parce qu'il y a effectivement une augmentation de la demande, et nous, c'est le moment qu'on utilise pour être sur une vision uniquement d'occupation de l'espace, mais sans aucune vision économique de l'agriculture. Donc, tous nos amendements, notre chef de file sur le sujet, c'est Antoine Herth. Et puis, bon, un certain nombre de collègues parlementaires, Catherine Vautrin, pas beaucoup qui sont, Marc Le Fur aussi, Philippe Loret, et puis Bruno Le Maire également, qui se sont mobilisés sur ce texte. Pour en revenir au vœu du président de la République, pensez-vous que son idée de proposer une baisse des charges aux chefs d'entreprise moyennant création d'emplois va dans un sens positif ou pas? C'est vraiment ce fiche du monde, c'est-à-dire au moment où on met 12 milliards d'impôts supplémentaires en 2014, on augmente les prélèvements, expliquer qu'on va baisser les charges, je veux dire, c'est invraisemblable. 35 milliards d'impôts en plus en 18 mois, 12 milliards sur cette année, et je ne parle pas de ce qui peut venir en cours d'année, je parle de ce qui est effectif, de ce qui est voté. Augmentation des prélèvements. Ce qui a été, c'est à peu près autant de crédibilité que l'inversion de la courbe du chômage, quoi. Sur les travaux qui vont avoir lieu sur la réforme fiscale, comment est-ce que vous avez voir un petit peu les choses? Bon, écoutez, c'est silence radio, parce que vous avez entendu une déclaration du président de la République et le ministre de l'économie et des finances ce matin, qui était en train de rétro-pédaler debout sur la pédale de frein en disant mais peut-être que le président n'a pas dit tout à fait ça, on va voir, etc. Enfin bon, on est dans l'embroglio permanent, avec un Premier ministre qui est là aux abonnés absents. Alors on sait pourquoi, vous avez
crois que ça ne vous a pas échappé dans les vœux du président de la République, le tacle qui a été mis au Premier ministre. Hein. On est revenu dans du moi président. J'assumerai toutes mes responsabilités sur le sujet, je ne me souviens plus de la formule exacte, mais le Premier ministre a été complètement oublié dans les vœux du président de la République. Et le recours aux Non. ordonnances. Il a copié. Le recours aux ordonnances. Ben, le recours aux ordonnances, moi, sur le fond, ça ne me choque pas lorsqu'on est dans un cadre d'urgence. Or là, il n'y a aucun cadre d'urgence. Vous expliquez que sur les textes sur la formation, on doit avoir recours aux urgences. Enfin, qu'est-ce qui relève de l'urgence dans le mois qui vient? Lorsqu'on est, et bon, l'esprit gaullien des ordonnances, c'est de dire, lorsque les conditions l'exigent, et après avoir eu un engagement, au lendemain d'une élection présidentielle, qu'on prenne des ordonnances pour acter et mettre en place rapidement ce qui vient d'être tranché par le peuple, c'est une cohérence parfaite. Là, en fait, l'utilisation des ordonnances, on voit très bien pourquoi elle est utilisée, parce qu'il y a une vraie fragilité au sein de la majorité. Et que la majorité présidentielle a volé en éclats avec les Verts, les communistes, les radicaux, mais maintenant, c'est le groupe PS qui est en train de se fissurer. Et donc aujourd'hui, le président de la République sait bien que sur ce texte, sur la formation, comme on nous avait présenté comme le grand accord, et en fait sonne complètement le creux. Il n'y a rien dans ce texte. Et donc l'inquiétude qu'il y a, c'est de dire le texte, qu'est-ce qui va en ressortir après le passage au Parlement. Et donc l'utilisation des ordonnances, c'est d'essayer de le faire passer au forfait. Donc on est vraiment sur un dévoiement de l'esprit des institutions sur l'utilisation des ordonnances. Alors après, c'est sa liberté de le faire, mais c'est pour des raisons de politique interne, plus précisément de fonctionnement du groupe PS. C'est ça qui justifie la seule utilisation des ordonnances. Est-ce que c'est possible pour permettre aux réformes de se faire, sachant que la session est très courte avant le municipal et qu'il y a énormément de textes examinés? Les textes, c'est... D'abord, l'ordre du jour, c'est le gouvernement qui le fixe. Ensuite, sur le... il n'y a rien, de mon point de vue, sur la formation professionnelle qui justifie qu'il y ait une telle urgence et puis qu'il y ait une légitimité populaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un sujet qui a été tranché par le peuple et donc on met en application. C'est ça l'esprit des ordonnances, on n'est vraiment pas dans ça. On est dans un petit combat interne pour essayer de gérer le groupe PS. C'est le seul prétexte à l'utilisation des ordonnances. Sur ce qu'on appelle l'affaire Dieudonné, les députés Verts UMP sont exprimés là-dessus au cas où se présenter. Les propos sont bien entendu condamnables, inacceptables, choquants au plus haut point. Mais au-delà de ça, l'opération de communication de M. Valls, ça échappe à personne. Moi, je peux vous dire que M. Dieudonné ne s'est jamais produit à Provins et ne se produira jamais à Provins tant que je serai maire. Et je n'ai pas besoin d'une circulaire ou d'un préfet pour le faire. Et aujourd'hui, la loi permet de condamner des propos racistes ou antisémites. Donc on applique la loi. Mais la loi est appliquée, mais elle est sans effet. Non, la loi n'a pas été appliquée aujourd'hui. Les amendes ne sont pas tombées. Mais il était condamné des amendes déjà. Il est condamné, mais C'est le même propos. Oui, mais la loi prévoit aujourd'hui, on peut augmenter le niveau des amendes, dire ça c'est de la responsabilité du ministre. On peut présenter un texte sur l'augmentation du niveau des amendes, sur les possibilités de recours, pourquoi pas. Mais la circulaire en disant demande au préfet d'être attentif, de toute façon, c'est déjà dans le cadre du rôle du préfet, puisque le préfet doit veiller au maintien de la sécurité et de l'ordre. Donc, voilà. On est dans... Moi, je peux vous dire, encore une fois, les salles de spectacle, ensuite... Mais elles ne sont pas toutes municipales, les salles de spectacle. Non, mais celles qui sont publiques, souvent, soit elles sont municipales, soit elles ont un financement municipal. Mais soit on fait voter ou on change la loi, je veux dire, mais la circulaire en disant je renvoie au préfet, mais bon, ça ne retire rien à l'ignominie de Dieudonné. C'est bon ?